Merci de me recevoir pour la deuxième fois. Avec plaisir. Et aujourd'hui, donc, on va aborder tout ce qui est changement de direction, accéléré, décéléré, que ce soit sur petit terrain ou grand terrain. Et ma première question, pour entrer directement dans le vif du sujet, c'est comment toi, tu évalues la qualité d'un bon changement de direction? Ouais, c'est compliqué parce que ça va dépendre de l'angle. En fait, changement de direction, pour moi, ça veut tout et rien dire. Tu as des changements de direction où en fait c'est des courses en courbe avec très peu d'angle. Tu as des changements de direction qui sont plus de 180 degrés, etc. Donc c'est pour ça que si tu veux résumer à ce qu'est un bon changement de direction, pour faire simple, c'est un changement de direction où tu vas perdre le moins de vitesse. Ce qui ne veut pas dire qu'au départ, tu avais la plus grande vitesse, au contraire. Donc c'est un changement où, en gros, du tout début du mouvement à la toute fin, tu seras le plus rapide. Et tu passeras le moins de temps à faire ton geste. Et ça, on s'aperçoit qu'il y a des athlètes qui, parfois, ont un mauvais dosage entre le avant et le après le changement de direction et qu'il y a une forme d'optimum à trouver. Après, le avant, il est tout le temps à vitesse maximale même si c'est pas à vitesse max, mais Et ben en fait, il est à vitesse max dans le contexte et il faut distinguer le contexte du testing du contexte des vraies actions de jeu en fait. Parce que le problème du changement de direction, c'est qu'on le teste de façon artificielle, mais dans le jeu, il n'y a pas deux changements de direction exactement pareils. Et parfois, on teste des choses qui ne sont pas réalistes, et notamment la vitesse maximale. C'est quasiment jamais en sport que tu fasses un changement de direction à vitesse maximale, ou très rare. Tu as toujours une tâche à accomplir et tu n'es jamais à ta Vmax. Donc, ouais, il faut distinguer le testing du COD, on va dire, pendant le sport, quoi. et justement, en parlant de testing, tu testes, parce qu'il y a beaucoup de tests d'agilité, tests de changement de direction, comme on veut l'appeler. Mais en fait, est-ce que tu trouves ça pertinent de faire ce type de test, sachant que par exemple, c'est un peu dans une situation fermée, c'est pas, enfin, le joueur, il a juste à faire le test le plus rapidement possible, il sait ce qu'il doit faire, et il n'y a pas de prise d'information de ce que les adversaires font, ce que Ouais. ses coéquipiers font, donc comment lui s'adapte. Est-ce que tu trouves ça pertinent de faire ce type de test? Ben oui, quand même. En fait, c'est toujours la même discussion. Si tu veux pas faire ce test, tu auras tous les arguments du monde pour dire c'est une situation artificielle, ça n'apparaît jamais comme ça. Le 5-0-5, ça n'existe pas. Il n'y en a jamais en sport. Et quand tu as ces arguments-là, bah, tu fais rien en fait, parce qu'il n'y a jamais. Ben, voilà. Et tu te dis quand même, bah, je vais quand même le faire parce que, un, ça va me permettre de quantifier les choses, donc de mettre un peu des chiffres pour réfléchir. Et deux, il y a quand même un certain transfert entre les actions sur le terrain et certains tests normés. Et donc c'est quand même intéressant. Pour faire simple, quelqu'un qui est excellent sur un 5-0-5, je doute qu'il soit complètement à la rue quand il y a des actions à peu près similaires sur un terrain de basket. Donc, mais c'est toute la problématique du testing. Je teste quelque chose qui n'a jamais lieu pour m'informer sur quelque chose que je ne peux pas tester. Voilà, tu résumes le truc, quoi. Mais du coup, pour toi, quand tu analyses par exemple la capacité qu'a un joueur à faire des changements de direction, si tu juges qu'il est, enfin si tu regardes s'il est compétent dans ce type de domaine-là ou si tu veux le renforcer dans ses changements de direction, tu vas le tester par exemple sur des tests plus fermés, mais aussi l'analyser sur des situations par exemple de match ou d'entraînement où il n'est pas dans un Ouais. mode test. Ouais, tu vas mélanger en fait le quantitatif au qualitatif. Le quantitatif, c'est des secondes, c'est assez simple, hein, c'est situation fermée. Après familiarisation, parce que entre le moment où tu découvres un test et le moment où tu te stabilises à un niveau de perf, bah, tu t'améliores un peu. Donc on va dire que ça c'est OK. Et puis tu vas faire du qualitatif avec les situations de match, où là bah, tu vas regarder tes vidéos de match, tu vas faire ton évaluation. Généralement, si tes situations fermées sont bonnes, parce qu'il y a plein de tests de changement de direction, tu vas être proche de ton information de match. Et donc ça va te permettre de un peu avoir tes tests. Moi, par exemple, si j'évalue des athlètes, suivant le sport et suivant ce que je veux voir, j'ai peut-être 3 ou 4 tests de changement de direction différents. Je n'utiliserai pas les mêmes. Et donc voilà, c'est situation fermée, mais je quantifie, versus la vraie vie, mais c'est qualitatif, quoi. C'est bien, pas bien, pour faire simple. Et tes tests que tu choisis en fonction des sports, c'est après avoir analysé la discipline, la plupart des Ouais, changements c'est de ça. direction qui sont faits. La mécanique des principaux gestes de la discipline en question. Tu as des disciplines comme le tennis où il y a énormément de changements de direction latéraux. Tu as des disciplines où il y a des changements de direction multidirectionnels comme le basket, parce que tu mélanges attaque et défense. Et les COD d'attaque, ce n'est pas du tout les mêmes que les COD de défense. Donc voilà, tu t'essayes de te dire, bon, ben, je prends celui-là, et puis ben, c'est le moins pire des tests. De toute façon, tester, c'est accepter de faire un truc pas bien, hein.
Mais non, C'est c'est clair, clair. C'est clair. Et c'est toujours une question que je me pose, c'est quel feedback tu donnes par exemple pour des changements de direction? Après, il y a plein de types de changements de direction possibles. Mais imaginons, c'est pas, tu es en course avant et tu dois revenir très rapidement en course arrière après donc tu fais demi-tour par Mhm. exemple. Quel feedback tu donnes au joueur pour que lui sache quoi faire, quoi changer? Ouais, alors là, c'est là que la vidéo va être intéressante parce que parfois les joueurs, ils sont pas capables même de verbaliser la façon dont ils sont organisés, leur gestuelle. C'est-à-dire, tu leur fais faire un changement de direction, comme tu viens de le dire, et tu leur dis, tu te rappelles de quelle est la jambe que tu as mise en premier, sur laquelle tu as pivoté? Donc en fait, la vidéo va aider. Et puis après, le feedback, c'est un feedback en termes d'efficacité gestuelle générale. Tu vois, si par exemple le joueur, je sais pas, il a multiplié les petits pas alors qu'il aurait pu faire un énorme appui et gagner du temps, je pense que le feedback qui compte à la fin de la journée, c'est quand même la durée en fait. Parce que je veux bien qu'il y ait un modèle biomécanique de ça devrait se passer comme ça. Si le joueur il est plus rapide avec son organisation, c'est ça qui compte en fait. Donc tu vois, c'est un peu comme les shoots au basket quoi. Le mec il a un super haut pourcentage, il a un shoot qui est pas académique. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'emmènes vers un shoot académique ou donc là c'est pareil quoi. Mais c'est là où je trouve ça compliqué parce que comment savoir si Ce il serait pas faut mieux. changer? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah là, la première chose, c'est dès que tu changes, tu vas empirer les choses. Il va y avoir une phase transitoire où tu dégrades le truc. Et la question, c'est est-ce que j'ai la certitude que mon modèle biomécanique de ce qui est bien, c'est vraiment bien? Et est-ce que dans ma balance de j'améliore la mécanique en théorie versus je fais adapter quelqu'un, qu'est-ce que j'y gagne? Moi, à part des aberrations, tu vois, par exemple, les départs en sprint, quand les gens ils inversent leurs pieds avant de pousser, ça, tu sais que c'est une aberration et qu'il faut le corriger. Que qui que ce soit, ils démarreront plus vite en ayant un ordre, une séquence gestuelle meilleure. Mm. Après, il y a de la finesse et sur le changement de direction, il y a des, on va dire, il y a des grandes clés. Euh, Si elles sont respectées, tu es dans l'organisation de l'athlète et tu te dis, on va laisser ça comme ça. Et justement, c'est clé. C'est En quoi? fait, les clés pour moi, déjà, l'enchaînement logique des appuis. C'est-à-dire qu'en fait, d'être capable d'avoir de la décélération avec un enchaînement logique des appuis, d'éviter de mettre deux appuis de suite, puis un appui gauche ou un appui droit, tu vois, d'inverser les appuis, c'est la base. Et puis l'orientation des appuis. Tu as des joueurs en fait qui vont faire, par exemple, je sais pas, tu leur demandes une course linéaire et un changement de direction où ils courent vers l'avant, mais avec un angle qui n'est pas exactement 180 degrés, c'est-à-dire qu'ils repartent en diagonale derrière eux. Là, tu as des athlètes qui vont tout envoyer de face, s'arrêter, mettre du temps à repartir. Tu en as d'autres qui vont avoir l'idée de préorienter déjà un appui du côté où il faut aller. Enfin voilà, c'est ce genre de grosses pierres-là qu'il faut mettre en Et place, ça, quoi. par exemple, dans cette situation-là, tu dis quoi? Tu dis vitesse max en linéaire et puis tu poses ton appui, par exemple, si tu vas à droite, tu poses Ouais. l'appui gauche dans la direction linéaire et l'appui droit qui va dans la direction là où tu veux Mais te diriger. l'idée, c'est qu'en fait, il faut anticiper la position dans laquelle tu vas être le plus efficace pour repartir. En fait, le changement de direction, c'est essentiellement une réaccélération. C'est ça le focus. C'est un freinage et une réaccélération. Et l'idée, c'est d'être efficace sur la réaccélération et de faire en sorte que le freinage serve au freinage, c'est évident, mais il serve déjà à préparer la réaccélération. Et c'est pareil, il y a pas mal d'études quand même qui montrent que il y a une vitesse optimale d'arrivée dans la gestuelle qui va te donner la meilleure performance. Et donc, si tu demandes à tes joueurs d'arriver à fond la caisse, euh, probablement que la décélération sera trop importante et que ça va leur prendre trop de temps à gérer. Et que, paradoxalement, une vitesse plus basse d'entrée dans la situation, elle va te donner un temps global meilleur. Parce que vitesse plus basse d'entrée égale moins gros travail pour décélérer, égale meilleure préparation de l'accélération. Et à l'arrivée, je gagne. En fait, au final, si par exemple, imaginons on testait en termes de durée ce type de changement de direction, Ouais. ce qu'il faudrait, ce serait splitter les différentes parties pour Ouais. savoir quel est, plutôt que Ouais, de ouais. juste regarder le C'est temps ce qui, final. c'est ce qui se fait un peu sur certaines études où on paramètre les choses. En fait, tu as un lieu, un point de pivot. Tu regardes ce qui se passe avant, ce qui se passe après et ce qui se passe au global. Parce que le truc fondamental pour nous, c'est ce qui se passe au global. Sauf si dans les situations sportives, comment dire, le changement de direction, il est impulsé par un événement. Et cet événement-là, il n'est pas anticipé. Il y a pas de... En fait, il y a plein de situations sportives où c'est l'événement qui te fait changer de direction. Tu n'avais jamais prévu de changer de direction, en fait. Donc, l'aspect je prépare mon arrivée pour, ça, pour le coup, c'est super artificiel.
Ouais. Puisque ça n'arrive quasiment jamais, en fait. Tu es tout le temps, en fait, dépendant d'un événement qui te fait changer de direction. Mais ouais, c'est intéressant, mais par exemple, si tu veux changer de direction, tu vas par exemple demander au joueur d'augmenter sa fréquence de pas, de descendre un peu son centre de gravité Ouais. quoi qu'il arrive, et dès que ça. c'est sur une phase accélératrice, de remonter son centre de gravité le plus rapidement possible. En fait, les positions de préparation, elles doivent te permettre d'avoir le centre de gravité bas. Pourquoi? Pour qu'en fait, quand tu vas réorienter tes appuis pour pousser horizontalement, tu sois déjà prêt à avoir un vecteur de poussée plus horizontal que si tu es haut. Parce que par définition, si tu es haut, le vecteur de poussée, c'est le vecteur qui lie ton point d'appui, ton centre de pression, à ton centre de masse. Donc si ton centre de masse est haut, mécaniquement, tu peux difficilement avoir une poussée horizontale, quoi. Donc ça, c'est la préparation. Et la deuxième préparation qui consiste à avoir des appuis assez fréquents, le but du jeu, c'est qu'en fait, tu vas avoir moins de temps pour ton premier appui à réorienter. Quand tu sais, entre guillemets, quand il y a le fameux événement déclencheur, tu es plus vite prêt à poser ton premier appui et ton deuxième appui si tu as un temps entre tes appuis qui est court. Parce que si tu fais des grandes foulées et qu'il y a l'événement qui te fait changer de direction, cette grande foulée, il faut bien qu'elle se termine. Et ça va prendre du temps. Ouais. Et tu vois, souvent, on peut avoir tendance à beaucoup développer, travailler tout ce qui est vitesse, accélération, etc., sans travailler le facteur décélération qui, au final, est primordial pour les changements de direction. Ouais. Pour toi, c'est quoi? Si par exemple, je parle de décélération, c'est quoi les facteurs importants pour une bonne décélération? Je parle ici soit dans un changement de direction, mais aussi par exemple si tu es en attaque et que d'un coup tu te fais intercepter la balle, tu dois bloquer fort pour repartir de l'autre sens, qui est aussi évidemment un changement de direction. Mais pour toi, c'est quoi ce qui est important dans une bonne décélération? En fait, c'est pas exactement le miroir de l'accélération, mais musculairement parlant, c'est beaucoup les mêmes chaînes motrices, les mêmes groupes musculaires, sauf qu'ils vont fonctionner en mode plutôt excentrique, en mode de freinage plutôt que excentrique. Donc l'idée, c'est de travailler globalement la même chose et de pourquoi pas le travailler spécifiquement en fait. Avec des exercices de décélération, avec là pour le coup une demande d'intensité, même si c'est pas réaliste, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on arrive avec énormément d'intensité pour préparer sa décélération. Donc on travaille spécifiquement ça. Et donc par exemple, quand tu travailles ta décélération, tu la travailles sur terrain, tu la travailles en musculation? Les deux en fait. Si tu veux, l'idée pour moi, c'est, tu sais, il y a j'utilise beaucoup moins cette image maintenant de dire, en gros, vos mouvements à haute intensité, d'explosivité, c'est un moteur. Donc c'est la capacité musculaire à produire de la puissance ou à absorber de la puissance. C'est une transmission des forces et c'est le pilote de la voiture. Et donc si tu as la meilleure voiture du monde mais que tu ne sais pas la piloter, ça ne sert pas à grand chose. Donc tout ce qui se passe sur le terrain, c'est du pilotage. Et tout ce qui se passe en muscu spécifique, là pour le coup, tu travailles le moteur ou la transmission. Parce que globalement, pour faire une presse excentrique ou des exercices de travail du pied, il n'y a pas de pilotage. On bricole la voiture là, pour garder l'analogie. Mais par contre, il faut les deux. Parce que si tu es trop analytique et que tu développes les groupes musculaires concernés, très bien. Tu développes la transmission, le gainage, le travail du pied, de la cheville, très bien. Mais la personne, elle ne sait pas piloter son corps. On revient à la question du départ, en fait. Donc, je pense qu'il faut équilibrer un peu tout. Ouais, après, est-ce que tu pourrais travailler... Enfin, là, tu l'as dit, il faut équilibrer, mais parce que tu ne pourrais pas travailler, par exemple, des freinages très, très intenses après une vitesse maximale, quasiment, sans avoir la base en musculation, avoir la capacité... Enfin, que ton muscle ait la capacité de freiner beaucoup de charges, quoi. C'est l'approche spécifique. C'est de dire, tu veux t'améliorer dans une tâche, écoute, fais la tâche, en premier lieu. Mais cette approche spécifique, elle a tout le temps une limitation. C'est que quand tu pars d'un niveau assez bas, tu vas t'améliorer. C'est-à-dire que répéter des efforts à haute intensité de freinage, tu vas t'améliorer dans cette tâche. Et à un moment donné, tu vas saturer en termes d'amélioration. Et là, il faudra peut-être se poser la question d'aller travailler plus spécifiquement un stimulus plus élevé sur certaines composantes. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ça coûte pas cher et c'est bien d'entrée de jeu, si on ne le travaille jamais, de le travailler dans des situations sportives spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait, on entraîne le pilote en améliorant quand même un peu la voiture. Et puis quand le pilote il est bien entraîné, là on s'intéresse à changer de voiture. Ouais, c'est ça l'idée, mais complètement d'accord. Et est-ce que tu trouves qu'une mauvaise capacité à décélérer peut engendrer des blessures? Alors engendrer des blessures, c'est trop poussé comme raisonnement.
Mais je pense qu'elle peut être liée à des grosses contraintes sur les structures tendineuses, etc. Et donc, indirectement, peut-être. Mais en fait, je pense qu'il y a un truc, le corps se régule tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on a le choix, c'est-à-dire quand c'est pas le chaos de certains sports, où tu choisis parfois pas tes mouvements. Tu vois, Antoine Dupont, il n'a pas choisi qu'il y a un mec qui lui tombe sur la jambe. Mais quand tu choisis tes mouvements, généralement, ton corps, il se régule. Il t'emmène pas dans des niveaux d'intensité qui vont le mettre en danger. Voilà. Mais par contre, il ne te prépare pas à des niveaux d'intensité dans ton sport qui, donc, je pense, dans un premier temps, c'est bien de faire des exercices où on demande aux gens de se mettre à fond, en fait. Mm. Voilà. Et ce travail de décélération, est-ce que moi je trouve qu'il est primordial avec les joueurs en centre de formation, etc., dans la formation, Ouais. est-ce que tu le trouverais intéressant à intégrer aussi avec des athlètes professionnels dans une équipe professionnelle? Ben, en fait, oui, et ça dépend de leur capacité. C'est-à-dire, si les athlètes dont tu parles là, ils sont pros, ils ont fait un très bon boulot quand ils étaient jeunes, et ils sont très très bons là-dessus, bon, je ne vois pas l'intérêt d'essayer de le développer. Il faut le maintenir, parce que si la qualité est très bonne. Par contre, si la qualité n'est pas bonne, pour moi, il n'y a jamais de limite d'âge ou de limite de niveau à progresser sur quelque chose qui est mal développé. Alors peut-être que le progrès, il prendra plus de temps, ou peut-être qu'il faudra lui accorder plus de temps, mais si tu n'as pas un très bon changement de direction et que tu es âgé, voire expérimenté, je ne vois pas ce qui empêche de changer en fait. Et du coup, toi, pour juger si c'est un bon changement de direction, si le joueur freine de manière optimale ou pas, tu le testes via les tests dont on a parlé précédemment ou avec ton œil, ton expérience que tu as pu avoir? Non. L'œil, il chronomètre pas en fait. L'œil, des fois, Alors bien sûr, entre quelqu'un de très très lent et de très très rapide explosif, oui, ton œil est le mien, celui de ma grand-mère, voilà. Ok, mais l'œil à un dixième de seconde près qui va faire la différence en attaque, en défense, en hors-jeu, ce que tu veux, non, j'y crois pas. Donc à un moment donné, il faut évaluer. Et parfois, il y a des joueurs qui sont surprenants. Il y a des joueurs, tu les regardes bouger, tu te dis, tu as une impression globale de lenteur. Tu le sais, tu bosses avec des basketteurs. Et en fait, après, tu regardes les chiffres et tu dis, waouh, non, en fait, ça bouge. Donc, tu sais, voilà, il y a des stéréotypes aussi derrière un peu les body shape des gens, où tu te dis, ouais, lui, il est explosif, il est nerveux, lui, non, non. Et en fait, quand tu regardes, donc pour moi, le chrono, c'est un peu ma déformation de scientifique. Hein, c'est le chrono, ouais, quand c'est précis, ça parle. Ouais. Ouais, c'est comme des joueurs où tu vas les voir hyper athlétiques, tu Ouais, penses que ouais. ça envoie, etc. Alors qu'un joueur qui est peut-être beaucoup plus fin physiquement Exactement. va avoir plus de Exactement. puissance développée, etc. Et le chrono, c'est le chrono. Alors, s'il n'y a pas de biais méthodologique et que c'est bien chronométré, bon, c'est ça qui fait le juge de paix, quoi. Et est-ce que travailler, par exemple, ta décélération verticale aura un impact sur ta décélération horizontale? Ah, c'est intéressant ça. Après, la décélération verticale, elle sert pas. Elle sert un peu à bien réceptionner des sauts, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de connexion, parce que globalement, si tu raisonnes en termes de groupe musculaire impacté, de mouvements impactés, il y a de la connexion. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même de la spécificité quelque part. Sur la plio, par exemple, il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas une énorme connexion entre des qualités de plio verticales et des qualités de plio horizontales. Ça mobilise des choses un peu différemment. Donc j'ai quand même tendance à dire que c'est un peu toujours le même raisonnement. Plus les gens sont spécialisés et d'un bon niveau, plus je pense qu'il commence à y avoir une déconnexion entre les trucs. Mhm. Ok. Et toi, c'est quoi les faiblesses que tu observes le plus dans les changements de direction effectués par les athlètes de tout sport? Alors, je- j'ai beaucoup maintenant d'expérience entre le tennis, le basket, le foot américain, rugby. Et globalement, pour moi, il y a deux chapitres. Il y a le chapitre évident de la puissance et de la force des extenseurs du membre inf. Donc fessier, ischio, quadri, triceps, clair. Mais quand tu as passé ce chapitre-là, tu as le chapitre énorme du contrôle du tronc, qui est pour moi fondamental. Parce que quand tu changes de direction, tu as un étage inférieur du corps qui génère la puissance, qui absorbe la puissance, et tu as un étage supérieur du corps qui, entre guillemets, a de l'inertie, qui va, entre guillemets, subir le changement de direction. Et tu le vois, parfois, tu as des changements de direction super violents en bas, où la musculature est prête, et puis tu as un tronc qui dérive complètement, qui n'est pas tenu, qui fait perdre du temps,
et qui met d'énormes tensions sur les structures. Et là, je vois des grosses différences entre les athlètes. Tu as des gens qui ont ce maintien du tronc, ce gainage global, même si parfois le mot il est trop global, mais c'est cette indéformabilité du tronc. C'est-à-dire qu'en gros, le tronc va suivre correctement les mouvements de l'étage inférieur, et tu as des gens chez qui c'est déconnecté. Un test que j'adore, c'est un départ en fente. C'est-à-dire que tu te mets en fente avant, et tu lances un sprint de 5 mètres. Donc en fait, tu génères beaucoup de puissance en bas, et ton haut du corps, il est comme un poids mort en fait. Et ben, est-ce que ce poids mort, il va s'aligner avec le reste, il va bouger en phase avec le reste, ou est-ce que ce poids mort, il va complètement subir ce qui se passe en bas, et tu filmes au ralenti, et là tu regardes un peu les choses, et là tu vois tout. Et tu vois les gens qui n'ont pas cette stabilité du tronc. C'est intéressant, donc ça veut dire que pour toi, travailler le haut du corps peut t'aider à changer de direction. Ouais, en fait, tu sais, c'est comme l'idée de piloter une caravane, en fait. Quand tu traînes une caravane derrière toi, c'est la voiture qui a le moteur et qui pilote. Mais la caravane, derrière, elle a de l'inertie, elle a son propre mouvement à elle. Et l'idée, c'est est-ce qu'elle est solidaire des mouvements de la voiture ou est-ce qu'il n'y a rien qui l'attache, etc. L'idée, c'est ça un peu. En fait, c'est là que tu vois que tous les mouvements que tu fais, que ce soit vertical, horizontal, ils impliquent tout ton corps, en fait. Tout ton corps, oui. Pour moi, ce que j'appelle un athlète, quelqu'un qui a le terme anglais, c'est athleticism, c'est qu'un athlète, c'est quelqu'un qui est global. Je sais bien que se déplacer sur un terrain de basket, c'est essentiellement le bas du corps. Mais le haut du corps, il pèse plus de 40% de la masse. Il y a de la masse à une grosse distance du bassin. Et tu le vois, un film au ralenti des joueurs. Et des fois, tu as des blessures sur des mouvements comme ça. Tu as des blessures parce qu'il y a un arrêt violent en bas du corps. Et il y a l'inertie du haut du corps qui continue, qu'emmène le tronc. Et puis qu'emmène le tronc sur un genou qui est en flexion comme il ne faut pas. Tu vois. Et le problème, c'est ça, c'est est-ce que ton haut du corps, il est connecté à ton bas du corps. Je te donne un dernier exemple, le service au tennis. Tu as une action énorme du haut du corps qui part en flexion. Est-ce que sur cette action-là, la jambe libre, elle part ou elle reste gainée correctement ou pas et ça se travaille, hein, clair. Et est-ce que, je sais que toi, tu fais beaucoup d'études sur le pied, qui a aussi son importance. Il peut être assez faible chez beaucoup d'athlètes. Ouais. Est-ce que tu observes aussi, je ne sais pas, sur des changements de direction ou des freinages forts, que le pied va peut-être venir s'écraser dû à un pied trop faible, peut-être à un mollet trop faible également. Est-ce que toi, tu juges ou tu observes plutôt que chez certains athlètes, cet aspect-là est à développer pour améliorer toutes ses capacités à changer de direction, freiner fort? Ouais, alors ça, c'est le chapitre de la transmission de la force, en fait. Et j'aime bien le terme d'indéformabilité, c'est-à-dire est-ce que, vu l'intensité du vecteur de force qui va traverser ton système, est-ce que ton système il va s'écrouler complètement sous cette force ou est-ce qu'il va résister à cette force? Et clairement, tu as des joueurs qui ont une déconnexion entre leur puissance globale du membre inférieur et la faiblesse du pied. Tu vois, l'autre jour, j'ai utilisé une analogie entre des monstres et des ours en peluche. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une musculature de monstre, mais tu as des pieds d'ours en peluche. Et en fait, cette transmission-là, et tu le vois, en fait, pareil, tu le filmes. Tu vois de la déformation, là où, en théorie, il ne devrait pas y en avoir. Et le problème de la déformation, c'est que plus le pied se déforme, plus l'athlète reste au sol, plus tous les étages supérieurs, ils ont du temps pour se déformer, tu vois. Et ouais, il y a des athlètes chez qui ça part de là. Alors, pour l'instant, on a du mal à distinguer vraiment bien le pied de la cheville ou du système pied-cheville. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas envie vraiment de les dissocier parce que quand tu fais un changement de direction, c'est pas soit ton pied, soit ta cheville, hein, c'est tout de concert. Mais pareil, tu as des joueurs qui peuvent être costauds, des fléchisseurs plantaires, pas du tout du pied, et puis sur des grosses flexions de l'avant du pied, avoir des problèmes, tu vois. Mais clairement, il y a des joueurs chez qui c'est le problème. C'est là où en fait tu te dis que tout le corps, hormis le pied, peut être très fort, développer beaucoup de force, mais si le seul contact que tu as avec le sol est faible, en fait tu vas perdre un énorme pourcentage de ce que tu possèdes déjà en fait. L'adage qui dit le maillon plus faible d'une chaîne, c'est la force de la chaîne. Voilà, tu as du titane partout, il y a un maillon en plastique, tu peux tirer, ta chaîne elle vaut une chaîne en plastique en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Donc l'idée c'est d'avoir de l'harmonie et d'éviter d'avoir une déconnexion entre les étages. Et parfois, la préparation physique, elle se centre beaucoup sur le moteur, pas beaucoup sur la transmission. Et il faut être clair, c'est moins sexy de travailler son pied
et sa cheville que de faire des squats ou de travailler les fessiers, les quadriceps et tout, ok, pas de problème. Mais quand tu fais ça, tu crées des maillons faibles. En fait, tu crées des maillons faibles par la force de tes maillons forts et l'oubli que tu as du reste. Et à l'arrivée, tu as des joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs, c'était l'inverse. C'était des gens qui avaient un pied incroyable, qui n'avaient jamais fait de musculation ou très lourde et qui n'avaient pas non plus de grosse puissance au-dessus. Et ben, en changement de direction, comme par hasard, ils étaient énormes en fait. Donc c'est là que Parce qu'ils étaient légers et qu'ils avaient un pied vraiment solide. Et ils valaient largement des gens qui avaient l'inverse, qui étaient lourds, donc qui avaient de l'inertie et qui avaient de la puissance, certes, mais pas une bonne transmission. Donc ça montre que si tu as les deux... Bien sûr, l'idée c'est de tout coupler, quoi. Mais je trouve que le discours, l'idée c'est de considérer les deux comme des maillons aussi importants l'un que l'autre. Parce que le pied et la cheville, en gros, à part la prévention et la réhab, pour l'instant, mais ça change grâce aux travaux de Romain, Tourillon, à d'autres. Heureusement, je suis content. Hein. Mais c'est encore pas là. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu vas négocier dans un club 30 minutes de travail que sur le pied. Ouais, il faut que tu négocies clair. 30 minutes de travail sur la presse, les quadrilles, ça va passer tout seul. Ouais, non, c'est sûr. C'est paradoxal. C'est sûr, mais c'est vrai que c'est en train de changer de plus en plus, donc c'est bien. Tu dirais qu'est-ce que les joueurs les plus vifs, si on peut utiliser ce terme-là, ceux qui effectuent le mieux en fait les changements de direction, tout type de changement de direction, tu dirais qu'ils ont quoi de différent par rapport à d'autres qui, on le voit au foot, au basket, tu as des joueurs qui prennent de vitesse tout le monde sur les changements de direction que d'autres n'arrivent pas à faire en fait. Et ben pour moi, c'est pas, enfin si, en vrai, mécaniquement parlant, c'est de l'expression de puissance. Mais c'est beaucoup plus de l'indéformabilité globale pied, cheville, tronc que de la puissance pure de poussée de fessiers, quadriceps, pour hyper schématiser les choses. Voilà. L'idée, c'est des gens, tu le vois, quand ils prennent appui par terre, le talon, il baisse pas, le pied, il reste comme ça. Tu le vois maintenant sur des super ralentis, par exemple en basket. Tu vois des images de ralentis sur des premiers pas. Mais sur des premiers pas, tu as des joueurs chez qui le talon, il repasse par terre avant de partir. Et tu as des joueurs, tu as l'impression qu'ils tournent autour de leur avant-pied. Et ben, en termes de temps que ça prend, cet aller-retour, toutes les déformations du corps, elles prennent du temps. Donc, du temps, c'est de la perf. Si j'ai mis 15 millisecondes de plus à ce que mon tronc il suive mon membre inf, ou 15 millisecondes de plus à ce que mon talon repasse par terre avant de pousser, ben mon centre de masse, il a 15 millisecondes de retard. Et puis quand tu accumules ça à plusieurs étages du corps, ça te fait des athlètes qui sont BEM. Tu vois, Ja Morant, par exemple, tu regardes les démarrages, tu regardes les jumps, c'est des événements où il produit énormément de force en très peu de temps, parce que il a toute la réactivité qu'il faut. Non, c'est clair. Et pour améliorer les changements de direction, améliorer l'accélération, la décélération, le travail que tu fais en muscu, est-ce que tu vas prioriser du travail unilatéral, bilatéral, parce qu'au final, peut-être que, c'est pas ce qu'on ferait de nature, mais on va peut-être faire beaucoup de travail bilatéral, alors qu'au final, quand tu observes le sport, il y a très peu de bilatéral et beaucoup d'unilatéral. Ouais. Alors, je rentre pas du tout, c'est pas une guerre ou un combat d'école, en fait, il faut les deux. Il ne faut pas être stupide à dire c'est l'un ou l'autre. Simplement, plus j'avance, plus je me rends compte que le bilatéral, il peut t'apporter un stimulus de très haut niveau de force, mais il t'enlève le stimulus d'équilibre et de pilotage. Et donc, ça veut dire que pour moi, maintenant, à partir d'un certain niveau, il y a plein d'athlètes qui n'ont plus besoin de bilatéral. C'est-à-dire, ils ont des niveaux de force développés, ils ont besoin d'avoir un challenge unilatéral dans un timing court qui va les rapprocher de la spécificité. En revanche, le bilatéral, il va être intéressant pour moi pour développer la force, parce qu'on ne peut pas tout aborder en même temps. Mais je l'ai vécu il n'y a pas longtemps avec un des étudiants en STAPS que j'ai là, en soulevé de terre à 2 pieds. Il est à quasiment plus de 3 fois le poids du corps, qu'il est fort. Et ben, avec 80% de son poids de corps en unilatéral, ingérable. Tient pas debout. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire l'unilatéral il va quand même t'amener les contraintes spécifiques le tronc part parce que le bassin est un peu dans le vide d'un côté, donc j'ai quand même plutôt tendance à pencher pour ça. Et est-ce que même si par exemple on a les 2 pieds au sol, est-ce que décaler aussi, parce que souvent on a tendance par exemple à faire
un squat pied Ouais. parallèle, un soulevé Ouais. de terre pied parallèle, mais est-ce que par exemple tu mets en Ouais. split, est-ce que ça, tu Ouais. varies la largeur, Très bonne transition. Très bonne transition entre les deux mondes, en fait, pour moi. Mais entre un split squat et un squat unilatéral, alors bien sûr pas maîtrisé techniquement, machin, squat unilatéral, c'est déjà un sacré niveau de maîtrise et de gainage, hein. Mais prends le soulevé de terre. Entre un soulevé de terre en appui décalé et un soulevé de terre en unilatéral, il y a un monde, en fait. Le monde il y a la moitié de mon corps qui est dans le vide. Et donc, il faut que je réorganise l'équilibre de la charge. Pour ça, il va falloir que je pense mon tronc. Et ça va peut-être m'emmener. C'est super intéressant à voir avec les athlètes. La déconnexion qu'il y a entre leur soulevé de terre, par exemple, bilatéral et unilatéral. Plus il y a un gap énorme entre les deux, plus tu peux être sûr que la personne, elle a un gros problème sur les actions à très haute intensité en unilatéral. Et c'est là aussi où je trouve qu'en fait, on reste très vite dans un mouvement où les deux pieds doivent être parallèles, etc., des trucs très normés, alors qu'en fait, tu regardes dans ton sport, il n'y a quasi jamais ça en fait. C'est un grand paradoxe de la préparation physique. Après, comment dire, c'est aussi un aspect de confort et de maîtrise. C'est beaucoup plus facile d'aller vers quelque chose que tu maîtrises que vers quelque chose que tu ne maîtrises pas. Voilà, c'est ça le principe. Mais le problème, c'est que l'amélioration du physique, elle vient par le challenge. Elle ne vient pas par la maîtrise, en fait. Une fois que tu maîtrises quelque chose, tu dois lui dire au revoir, en fait. Tu dois dire merci, je vais essayer de maîtriser le niveau d'après. Ouais. Alors que, quand on maîtrise, on est confortable, ça nous plaît, et donc on va faire que les trucs qu'on maîtrise. Et puis tu peux développer plus de force aussi, parce Voilà, que il y a mieux, aussi tout un aspect un plus peu lourd, social. Un kettlebell de 30 kg en unilatéral, c'est pas sexy, hein. C'est pas comme une barre avec 200 kg. Voilà. Mais pour moi, tenir debout correctement un kettlebell de 30 kg, c'est beaucoup plus sexy, entre guillemets, c'est beaucoup plus impressionnant utile, ouais. que de pousser 3 fois le poids de corps. Tu vois. C'est important de le dire, parce que si tu as des athlètes, tu leur dis ils vont faire 150 au squat, et tu leur dis maintenant tu prends un kettle de 30 c'est kg, ça. 25 kg, tu vas faire un split squat. Mais je vois de ces trucs. Ils vont Incroyable. dire. Incroyable. J'ai vu ça avec un staff et certains joueurs de foot américain universitaire. Les gars, en gros, c'est des machines à force. C'est en gros, le rack à squat, il fait peur, quoi. Et on rigolait tous parce qu'ils avaient du mal à changer un kettlebell de 30 kg de main en restant debout sur un pied. C'est-à-dire que quand ils changeaient de main, le petit changement de 100-150 millisecondes, ils partaient, ils n'arrivaient pas à le stabiliser. Donc au début, ils rigolaient, et puis en fait, ils s'apercevaient qu'ils ne maîtrisaient pas le truc. Et là, on s'est dit, waouh! Et moi, je suis vachement plus impressionné par des gens qui tiennent debout, qui stabilisent des choses, que par des gros concours de force. C'est un sport spécifique, ça, la force athlétique. Mais c'est pas le foot, le rugby ou le basket. En fait, au final, pour être performant, il faut que tout ton corps soit un bloc. Ouais, c'est ça. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de déconnexion. Et parce que, mine de rien, là, on est assis, on parle, on ne bouge pas. Mais les actions sportives, c'est très souvent des actions où ton corps bouge à haute intensité. Et il ne faut pas que dans ce mouvement à haute intensité, il y ait des parties du corps qui soient laissées à l'abandon, pas tenues, etc. Tu le vois, des joueurs de foot physiquement impressionnants comme Salah, etc. C'est des mecs, c'est des blocs. C'est-à-dire qu'en gros, tu pousses les épaules, c'est le bassin qui va te répondre. Voilà. Et tu pousses les épaules, le corps, il part pas. Ou alors, il part, mais tu vois. Et il y a des joueurs, à l'inverse, tu pousses les épaules, tu vas bouger le joueur, quoi. Ouais. Au basket, c'est encore pire, quoi. C'est en gros. Ah non, c'est clair. Et pour entraîner tes changements de direction, en fonction du sport, évidemment, tu vas varier ton entraînement de changement de direction par rapport au type de changement de direction qu'il y a dans ce sport. Je trouve que ça fait du sens. Alors, il y a deux choses. Je trouve que ça fait du sens d'être spécifique, clairement. Mais je trouve que ça fait du sens d'ouvrir le répertoire moteur des gens en leur faisant faire des fois des choses qu'ils ne font pas souvent dans leur sport. Je ne dis pas qu'ils ne font jamais, mais qu'ils ne font pas souvent. Tu vois, par exemple, tu prends un joueur de tennis, et tu vas analyser tous ses changements de direction. Tu vas voir que 80% des changements de direction, c'est latéral, type, peut pas chasser, machin. Ok, mais ça peut être quand même intéressant de lui faire des changements de direction complètement différents. Déjà, un, pour casser un peu la monotonie et faire autre chose, et deux, parce que au niveau moteur, sa boîte à outils, elle sera un peu plus grande. Peut-être qu'un jour, il aura besoin ou elle aura besoin de faire ce changement de direction-là, et que ça ira mieux. Peut-être qu'elle sera plus prête ou plus prêt à ne pas se blesser s'il y a un geste qui sort un peu de l'ordinaire. Parce que mine de rien, quand on ferme tout le temps les choses dans les mêmes gestuels et qu'un jour, il y a un geste différent,
Tu vois, là, par exemple, j'ai fait des tests de vitesse avec des jeunes footballeurs. Je leur ai dit, les gars, à la fin du 30 mètres, surtout, vous ne cassez pas. C'est-à-dire que vous ne vous prenez pas pour un athlète, parce que ça ne change rien à ma mesure, vu que moi, je me mesure de la vitesse. Mais par contre, vous ne cassez pas, parce que casser vers l'avant à pleine vitesse, si tu ne l'as jamais fait, tu te mets en danger, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais, non, c'est clair. Et sur tout ce travail de changement de direction, décélération, accélération, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que tu peux observer chez les joueurs ou peut-être des erreurs de feedback que des prépas, des entraîneurs vont donner? Je ne saurais pas trop te dire parce que les erreurs fréquentes chez les joueurs, c'est le timing des appuis et l'orientation, le pilotage des appuis. Ça, pour moi, c'est la clé numéro un. Parce que souvent, les joueurs, ils ont de la puissance. Les joueurs qui font des sports avec beaucoup d'accès, ils ont de la puissance en général. Mais c'est le pilotage des appuis et le timing des appuis. Après, chez les coachs, je t'avoue, je n'ai pas de recul là-dessus parce que je suis rarement en situation de voir les gens analyser des changements de direction. C'est soit moi j'analyse des gens, soit moi je coach des gens, mais je suis jamais, tu vois, donc je ne saurais pas te dire. Mais l'erreur principale pour moi, pour les coachs, c'est de ne pas avoir assez de variabilité dans les situations demandées. Et on revient toujours à cette histoire de confort, c'est ok, je maîtrise cette situation-là, je la mets à toutes les sauces, on fait que celle-là. Ça c'est problématique. Ouais, de varier en fait au maximum tous les changements qui peuvent se faire en courbe, en aller-retour. Ouais, parce que les principes de base et les groupes musculaires, ça va être un peu tout le temps les mêmes. Est-ce que tu varies? C'est comme, je reprends toujours l'analogie d'être un meilleur pilote de voiture, c'est est-ce que tu vas toujours sur le même parcours ou est-ce que tu varies les parcours? Et si tu varies les parcours, tu as plus de richesse, d'adaptation, etc. Ouais, surtout que dans beaucoup de sports, que ce soit basket, foot, en fait, tes changements de T'as direction, jamais la ils même sont jamais. situation. Ouais, Donc tu peux pas avoir à la fois le discours de le foot, le basket, c'est jamais la même chose, c'est le chaos. Et à côté de ça, en préparation physique, faire tout le temps la même chose. Ouais. C'est Ouais, incohérent non, ça. Si tu veux préparer à l'incertitude, à l'inconnu, il n'y a pas deux situations pareilles, et à l'entraînement, fais un peu bouger les mecs de façon totalement différente, quoi. Mais du coup, je dévie un peu, mais par exemple, pour rebondir là-dessus, en prépa physique, ceux qui vont par exemple travailler en cycle d'une même base d'exercice sur par exemple 5-6 semaines, Ouais. tu pourrais te dire, certes, si par exemple tu as le squat qui est là, mais tu peux varier les pieds au niveau du squat, etc., durant ton cycle pour peut-être garder le même exercice, progresser un peu dessus, mais varier les trucs et pas mettre exactement la même chose, les mêmes exercices tu fais des variantes. Après, moi, je trouve que 5-6 semaines, chez des gens qui s'entraînent beaucoup, c'est pas un problème. C'est un problème pour moi sur une saison, par exemple, tu vois. Mais 5-6 semaines, si les 5-6 semaines suivantes, on change complètement de chapitre, etc., je trouve que ça passe. 5-6 semaines, si tu as 4 variations de ton squat, de l'unilatéral au split, ce que tu veux, 4 variations en 5-6 semaines, tu vas pouvoir avoir un peu de diversité et tu passeras à autre chose après. Donc ça, pour moi, ça passe. Mais par contre, 5-6 semaines avec une modalité de squat, au bout d'un moment, les joueurs, tu connais, les joueurs, ils en ont marre, ils le font, ils pensent à autre chose en fait. Et toi, tu veux de la qualité de mouvement. C'est pour ça que parfois, tu te dis, en fait, on t'a pas appris à devoir changer tout le temps. Mais d'un autre côté, tu vois qu'en fait, en changeant un petit peu, ça passe mieux pour les joueurs parce qu'ils ont l'impression de ne pas faire la même chose. Ouais. Alors que si tu faisais tout le temps, chaque lundi, tu fais ça, pendant même si c'est 5-6 fois, 5-6 mêmes séances, ça peut être redondant pour eux. Et si tu veux, ça ne respecte pas cette notion de challenge, cette notion de j'ai un nouveau truc à cocher. Voilà, c'est ça le truc avec les joueurs. Les joueurs, ils aiment bien le challenge. Donc le challenge, c'est la nouveauté. Alors, ça ne veut pas dire que chaque séance, il faut que tout soit différent. Il faut aussi des bases, en fait. Mais il faut naviguer entre challenge et maîtrise. Voilà. Tu vois, et le challenge, c'est quand même intéressant. C'est de dire, OK, on a fait le tour de cette situation-là, maintenant, on va bosser sur autre chose. Ouais, ça, c'est intéressant. J'en prends de plus en plus conscience. Tu vois, tu fais des trucs, mais tu te dis, je vais peut-être changer parce qu'en fait, tu sais que si c'est 2-3 fois la même chose, ils vont pas être dedans, quoi. Oui. Mais c'est à tous les échelons de l'intervention. Que ce soit un cours de yoga ou un machin, si les gens, t'as besoin qu'ils adhèrent à ce que tu leur proposes. S'ils s'aperçoivent que chaque séance, il va se passer grosso modo la même chose, avec les mêmes encouragements, les mêmes trucs, au bout d'un moment, ils n'ont pas de... Tu vois, il faut un peu de variété, quoi. Non, c'est sûr. Et pour maintenant aborder ce qui est plus départ explosif,
que ce soit après changement de direction ou par exemple, je sais pas, tu es en situation défensive et directement tu dois partir en attaque. Donc sur tout ce qui est 2 à 5 mètres, je dirais. Pour toi, quelle consigne tu donnerais par exemple sur le premier appui? Est-ce qu'il faut être bref sur la poussée pour vite partir, pousser peut-être plus longtemps même si ça reste court, mais... En fait, alors là, on est sur les zones de très haute accélération. En gros, ton accélération maximale sur 3 appuis. Biomécaniquement, ce qu'il faut, c'est produire de l'impulsion. C'est-à-dire, l'impulsion, c'est le produit de la force par la durée. Donc, tu produis une grande impulsion avec 2 possibilités, soit des très hauts niveaux de force et des courtes durées, soit des niveaux de force plus bas mais des longues durées, soit un mix idéal entre les deux. Donc en fait, l'idée, c'est que c'est compliqué de coacher un appui court, parce que si tu coaches un appui court, les joueurs ils vont te donner un appui court. Et donc, ils ne vont pas produire beaucoup d'impulsion, parce qu'ils auront eu un appui très court, c'est ce que tu leur as demandé. C'est comme les échelles de rythme. Si tu demandes aux gens d'enlever leurs pieds du sol, ils enlèvent leurs pieds du sol, mais ils ne poussent pas. Donc pour moi, le mieux, c'est d'essayer de demander un mix, mais de focaliser quand même sur les niveaux de force, quitte à ce que l'appui dure plus longtemps, parce qu'encore une fois, un appui plus long, ça veut aussi dire peut-être plus d'impulsion. Il faut être capable d'avoir de l'impulsion au sol. Donc je pense qu'il faut faire super gaffe à l'histoire des appuis courts, parce que les athlètes, si tu leur demandes des appuis courts, ils vont te donner des appuis courts, mais il n'y aura pas d'impulsion. Donc moi, j'ai plutôt l'aspect inverse. Je demande plutôt dans la consigne d'enfoncer le sol et de pousser sur le sol, parce que je sais que la réaction, ça va être de la propulsion, que d'avoir les appuis courts. Le timing, je le laisse de côté parce qu'il est souvent mal utilisé. Et quelles consignes tu donnes par rapport à l'orientation du corps, par rapport au sol, ou sur les premiers appuis, est-ce que tu veux qu'ils soient courts dans la distance entre les pieds, plus longs? Là, la distance entre les pieds, ça pour le coup, l'idée c'est de laisser un peu les gens s'organiser. Ce qui compte, c'est 2 choses, c'est l'horizontalité de la poussée, c'est-à-dire d'aller chercher vers l'avant. Et normalement, si tu indiques ça, les gens ils vont essayer de s'organiser pour, et d'essayer d'avoir de l'explosivité dans le retour de la jambe au sol en fait. Parce que une fois que tu as créé ton impulsion au sol et que ton corps il avance et il vole entre guillemets, mécaniquement, il ne se passe rien. Tu n'as plus d'action. Donc en fait, il faut absolument que l'appui suivant vienne se placer très rapidement. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut avoir une fréquence d'appui, mais une fréquence d'appui qui respecte une poussée maximale. C'est pour ça que le gros du travail, il est à faire une fois qu'on est en l'air, d'être très dynamique sur le retour de la jambe par terre pour enchaîner l'autre appui. Mais si tu coaches, sois plus fréquent dans tes appuis, les gens ils vont faire quoi ? Ils vont piétiner. Donc ça, c'est super difficile à enseigner. Et par exemple, tu fais un départ pied décalé, tu vas demander de pousser fort sur la jambe avant, sans pousser sur la jambe arrière, ou aussi une petite poussée de la jambe arrière, mais directement pousser fort sur la jambe avant pour avoir ton corps qui qui dépasse ton centre de gravité. Mais ça, c'est compliqué parce que tu peux quasiment pas... si, tu peux le coacher. L'idéal, évidemment, c'est la production de la jambe avant. Le problème, c'est que la jambe avant, quand tu regardes bien les choses sur un départ, toutes les articulations sont en flexion. Et ça veut dire qu'en termes de force-longueur, la plupart des groupes musculaires, ils ne sont pas dans une zone force-longueur globale efficace. Donc, la jambe arrière, qui, elle, est dans une situation force-longueur plus efficace, elle va pouvoir te servir un peu d'appui. Mais pareil, là, tu as des joueurs qui sont en position et qui vont repasser leurs jambes fortes en jambes arrière, en inversant leurs appuis avant de pousser. Et quand tu regardes au ralenti ce qu'ils font, ils poussent beaucoup plus derrière, le pied avant il se lève, ça pousse comme ça, et le pied avant il retombe tout de suite par terre pour repousser. Donc là, il y a une perte d'efficacité énorme. Donc je pense quand même l'objectif, c'est la poussée de la jambe avant, et la jambe arrière, elle peut servir de préalable à ça et de starter, on va dire. Et même ce que tu peux observer sur des départs comme ça, ou des départs même arrêtés, pied décalé, c'est pas spécialement une inversion de pied, mais ils vont lever le pied, soit le reposer au même endroit. Est-ce que toi, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est naturel et qu'il faut laisser faire ça, ou est-ce que le plus optimal, en fait, c'est que tes pieds ils ne décollent pas et qu'ils partent directement en poussée tous les deux, quoi. Ça oui, ça clairement. En fait, par définition, c'est bête, mais si ton pied n'est pas au sol, il ne peut pas produire d'impulsion, en fait. Alors après, on va me dire, oui, mais peut-être qu'il prend l'élan pour produire l'impulsion. Non, parce que en fait, l'élan que tu crées en l'air,
sans résistance, ça ne change pas radicalement ce qui va se passer derrière, sur un démarrage. Je ne te parle pas de sprint à haute vitesse, où là c'est un peu différent. Donc pour moi, non, il faut être ancré au sol, poussé. La répartition entre les deux pieds, elle peut se coacher un peu techniquement, mais déjà pour moi, la base, c'est ne pas perdre de temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas perdre de temps dans un mauvais enchaînement temporel des appuis. Déjà ça, quand tu as gagné ça, déjà, je le vois beaucoup maintenant avec des joueurs de foot, quand tu as déjà gagné ça, tu as déjà gagné sans rien faire, tu as gagné quasiment 20 millisecondes. C'est-à-dire qu'on peut s'acharner à gagner 20 millisecondes en s'entraînant, il y a déjà du temps là, quoi. Le basket, c'est encore pire. Le pilotage des appuis en basket, c'est la clé en fait. C'est un sport où 20 millisecondes sur un appui, c'est une faute, c'est un panier ou pas, c'est un contre ou pas, c'est encore pire qu'au foot. Et par exemple, si on prend un cas d'un basketteur que tu aimerais améliorer son niveau en défense, parce que tu vois qu'il y a des joueurs qui en défense, ils vont être tout le temps collés à l'attaquant, alors que d'autres, sur un appui, peu importe, ils se font dépasser. Comment tu prendrais, toi, un athlète que tu aimerais faire évoluer en termes de défense? Par quoi tu passerais? Et par exemple, après c'est une question très vaste, mais je pense par exemple, là peut-être, on parle souvent des profils de personnes qui sont peut-être plus aériennes, alors qu'en fait, la défense, tu dois au contraire être très proche du sol. Et donc tu as des joueurs qui sont souvent pointe de pied très haut, et en fait tu dois leur apprendre à être très bas justement, à baisser leur centre de gravité. Je sais que c'est une question vaste, mais peut-être les réflexions que tu aurais, ça dépend évidemment de beaucoup de joueurs aussi. Mais là tu parles par rapport juste au positionnement du corps en fait. Par exemple, un joueur, tu sens qu'il se fait dépasser très rapidement, il ne sait pas suivre, il n'a pas de réaction dans les jambes. Et en fait, ça revient à un point qu'on a discuté tout à l'heure, c'est la préparation à changer de direction. Donc ça veut dire l'aspect centre de masse plus bas pour être prêt à se réorienter. Comme tu le disais, si tu es très haut, tu ne peux pas te réorienter facilement dans le plan horizontal. Et d'apprendre quand même à avoir des appuis qui sont relativement plus fréquents pour, à nouveau, moins perdre de temps quand il faut démarrer. Parce que quand il faut démarrer et que tu as ton appui qui est là versus il est déjà posé au sol, tu as gagné pareil les 20 millisecondes, les 30 millisecondes qui font la différence. Donc ça peut se coacher. Je pense qu'il y a certains joueurs aussi qui adoptent cette attitude-là, cette posture-là, parce que musculairement, ils n'ont pas la capacité musculaire et l'endurance musculaire pour adopter des positions plus efficaces en fait. Il y a ça aussi, il faut se poser la question. Ceux dont tu parles qui sont très aériens, très sur le rebond, c'est aussi peut-être parce que c'est des athlètes qui manquent de capacité musculaire, notamment dans les fessiers ou dans les quadris, pour que ce ne soit pas énergétiquement pénible d'être prêt, bas et fréquent en fait. Donc tu vois, faut toujours reboucler la boucle des capacités musculaires parce que parfois la façon dont on joue, elle est dictée par ce que notre corps il peut faire ou pas en fait. C'est ça l'idée. Et est-ce que tu demanderais d'être talon au sol ou d'être le plus possible plus sur l'avant-pied avec les... Je saurais pas trop te dire. J'ai quand même le feeling que si tu as tout ton pied disponible pour réorienter les choses et agir, c'est un peu mieux. Notamment parce que parfois, tu as besoin de pivoter autour de tes talons pour te réorienter ou si ça part très fort derrière. Ou voilà, donc, il n'y a rien évidemment dans la littérature d'où que ce soit, mais j'ai quand même la sensation que si tu veux être stable bas, c'est mieux. Après, on revient aux capacités musculaires. Si tu veux tout piloter sur l'avant du pied, il va falloir avoir la machine musculaire derrière pour. Voilà. Donc, l'idéal en termes pour moi de dynamisme et d'explosivité, c'est d'avoir les talons levés d'être sur l'avant du pied. Encore une fois, par rapport à ce timing. C'est-à-dire que dans la propulsion énorme qui va venir, les X millisecondes de je soulève mon talon avant de passer sur la propulsion, tu les as perdus en fait. Au final, tu peux être pied au sol, mais avoir une capacité très rapide à te mettre sur la pointe pour accélérer ou faire Mais l'idéal, c'est d'avoir la musculature avec l'explosivité, c'est-à-dire la capacité de force dans un temps court et l'endurance pour pouvoir le faire de façon répétée sur tout le match, etc. etc. Et tu as parlé un peu justement des échelles de rythme. J'aimerais avoir ton avis dessus. Il y en a beaucoup qui les critiquent, il y en a qui aiment bien, qui les utilisent beaucoup. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Plus, ma question, c'est toi, si tu les utilises, dans quel intérêt tu les utilises? Parce que c'est surtout, en fait, on peut vite critiquer un Bosu, on va critiquer un Bosu, on va critiquer ça. Et au-delà de critiquer, en fait,
tu sais pas pourquoi la personne le fait. Et donc, C'est ça. si elle justifie l'utilisation de son outil, bah, De toute façon, tous les discours tranchés dans la préparation physique, les gens qui les tiennent, c'est des escrocs. Parce que si tu prends n'importe quoi, la personne qui te dit juste ça, c'est pas bien, c'est un escroc. Elle doit juste te dire dans quelle mesure c'est pas bien et elle doit juste avoir l'honnêteté intellectuelle de te dire dans quelle mesure c'est intéressant. Et là, on met de la nuance et voilà. Donc, les échelles de rythme ou les beaux yeux, hein, les échelles de rythme, pour moi, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de bon ou de mauvais exercice ou appareil, il y a juste des bonnes ou des mauvaises justifications. Donc pour moi, les échelles de rythme pour travailler l'impulsion au sol, c'est pas bien. Parce que le but, c'est que la personne enlève ses pieds du sol pour passer à l'échelon d'après, ou rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc, pour travailler l'impulsion et l'explosivité dans le sol, pas bien. Par contre, pour moi, les échelles de rythme, c'est super intéressant pour travailler le pilotage des appuis. C'est-à-dire que être capable ou pas de faire la séquence qu'on vient te demander à une très haute fréquence, ben ça, c'est un aspect de contrôle moteur qui est super riche. Et il y a des joueurs qui sont complètement à la rue là-dessus. Donc pour eux, et pour cet objectif-là, les échelles de rythme, ce sera parfait. Mais pas pour travailler l'impulsion. Voilà. Donc dans le changement de direction, les échelles de rythme, elles sont intéressantes pour travailler le pilotage des appuis. Voilà. Et si possible, en essayant de ne pas faire tout le temps le même truc. Parce que l'athlète qui maîtrise le rentrer-sortir, 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 très bien. Mais s'il le fait depuis 6 mois et qu'il fait que ça, bon, ouais, c'est pas non plus. Et si cet athlète-là, tu lui demandes un truc un peu différent et qu'il explose, eh ben, tu vois, il n'a pas un répertoire très large. Donc l'idée, c'est ça. et ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est peut-être d'adapter la distance entre les échelons, parce que là où, par exemple, Hmm. tu vas avoir peut-être des Oui. footballeurs qui vont être petits avec des basketteurs qui chose du 52, Ouais. bah en fait, ils vont être en galère parce que aussi l'échelle en fait n'est pas adaptée aussi pour eux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, bon, je pense que, mine de rien, il y a quand même plein de moyens de travailler ça autrement. Donc, si entre le pour et le contre et la nuance, tu me dis, est-ce que vraiment tu le mets dans ton attirail, je te dirais non. Parce que j'aurais peut-être d'autres moyens de faire à peu près la même chose. Mais c'est clair que ouais, c'est une des limitations des échelles, c'est ça. C'est comme les mini-S, c'est comme voilà, tout ce qui a des distances normées, où tu demandes aux gens de faire la même chose. Bon, bah, entre deux athlètes au format différent, en vrai, tu leur demandes pas la même chose. Donc, Ouais. ça induit ça. Mm. Avec tout le. Pareil, c'est un super truc pour faire des échauffements avec de la haute fréquence gestuelle, avec un but, voilà, plutôt que de dire faites du tapping et voilà. Mais en aucun cas, c'est pour travailler l'impulsion en fait. Puisque le but, c'est d'aller le plus vite possible en l'air pour replacer l'appui. Donc là, on pourrait s'amuser, hein, tu mets une échelle de rythme sur les plateformes de force qu'on a là, tu vas pas enregistrer des grosses poussées, hein. Ouais. Le but, c'est d'enlever ton appui. Ouais, non, c'est clair. Et un peu en lien avec ça, tout ce qui est gamme athlétique, est-ce que toi, technique de course, etc., est-ce que toi, tu y vois un intérêt dans le sport co? Parce que ben, certains joueurs sont un peu en galère là-dessus sur la Ouais. technique pure. Est-ce que pour toi, il faut quand même en mettre, même si la technique est pas toujours top, parce que tu as des gars, tu vas leur faire des montées de genoux, mais en fait, ils sont avec le pied en talon-fesse, quasi en montant. Est-ce que tu trouves ça quand même intéressant, même si la technique n'est pas totalement parfaite? Ben en fait, c'est exactement pour cette raison-là qu'il faut en faire. Voilà, c'est ça l'idée. On a tout, pour moi, on a souvent un discours à l'envers en préparation physique. On dit, ben, ils sont dégueulasses ou ils n'arrivent pas à faire ça, donc on n'en fait pas. Ben non, en fait, c'est parce qu'ils sont dégueulasses qu'il faut en faire pour que leur motricité, elle s'améliore. En revanche, les gammes athlétiques, pour moi, il faut se dire à quoi elles me servent. Voilà. Par exemple, les montées de genoux. Les montées de genoux, pour moi, dans plein de sports, c'est pas intéressant. Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans plein de sports, c'est les baissées de genoux. C'est-à-dire, c'est l'autre action. C'est pas la flexion de hanche qui m'intéresse. C'est l'explosivité de l'extension de hanche. Et c'est basique. J'avais fait une vidéo une fois où je faisais les deux. C'est-à-dire que, en fait, visuellement, c'est les mêmes muscles, les mêmes trajets moteurs, mais dans le rythme, c'est soit tu es explosif vers le haut, montée de genoux, soit tu es explosif vers le bas, baisser de genoux ou descendre de genoux. Et bah pour moi, dans plein de sports, ce qui compte, c'est plutôt la descente de genoux que la montée de genoux. Donc tu vois, il faut juste aborder les choses sur ce drill-là, cet éducatif-là, à quoi il me sert. Je te donne un exemple. Les ciseaux jambes tendues, les foulées jambes tendues. Pour moi, et pas que pour moi, hein, il y a plein de coachs, à la question stupide, c'est quoi votre éducatif favori numéro 1 s'il n'y en a qu'un?
Si on essaie de répondre à ça, il y a plein de monde qui sort les ciseaux jambes tendues. Parce que tes jambes tendues, c'est-à-dire que tu mets une énorme action sur fessier ischio, tout est transmis in fine au niveau de la cheville, et donc tu vas faire des ciseaux jambes tendues à des gens qui ont un mauvais pied et qui n'ont pas forcément de la puissance en proximale autour de la hanche, ça va ressembler à rien. Et bien en fait c'est ça. C'est parce que ça ressemble à rien qu'il faut en faire, parce que le jour où ça ressemble à quelque chose, tu sais qu'ils ont gagné en puissance là-haut et en transmission au niveau de la cheville. Ouais. Oh, bien sûr, ça ressemblera à rien au début. Mais comme la première fois qu'ils ont fait des squats et des soulevés de terre, ça ressemblait à rien. Ah non, c'est Donc clair. pourquoi on continue l'un et pas l'autre? On continue l'un parce qu'on pense que la stimulation, elle vaut la peine. Ok, on va faire la même chose. Ouais. Ouais, c'est là où en fait ça pose l'idée de il faut vraiment bosser tout Construire et un on a athlète. des idées en fait reçues de certaines choses alors qu'en C'est fait ça. Genre, ça, c'est pas mon sport, donc je le fais pas. Mais en fait, je te parle pas de sport. Je te parle de ce que ça fait faire à ton corps. Ça m'intéresse vachement. Voilà. Je te prends un exemple tout simple. J'ai fait du cyclisme. D'où en cyclisme, on va aller travailler le gainage, la posture, machin. Mais en fait, transmission d'effort sur la pédale, qualité de sprint, déperdition d'énergie, tu peux raisonner comme ça sur tous les sports. J'adore les vidéos où tu vois, il y en a une là récente sur le gars qui a mis l'interception et le touchdown des Eagles, là, Cooper Dejean. Le mec, il y a des vidéos de lui qui joue au basket, bon, il est monstrueux. Parce qu'il tient debout, il dunk en se faisant bourrer, ça passe. Enfin, le gars, c'est un athlète. Tu peux l'emmener dans n'importe quel sport, hein. Ça va passer. Ouais. Et puis l'exemple des montées de genoux, je trouve que c'est intéressant de dire en fait, on va se concentrer sur la poussée parce que peut-être que le fait de dire on se concentre sur la poussée, ils vont plus être dans un alignement plutôt que Ah d'être ouais. comme ça, tu vois. Ah, c'est fou. C'est le même exo. Ouais. Et on aurait jamais dû. On ne devrait pas l'appeler montée de genou, en fait. D'ailleurs, il n'y a que dans la terminologie francophone qu'on dit montée de genou. Parce que les Anglais, ils appellent ça un skip. Ici, ouais. Non, un skip, et le skip, c'est push et pas pull. Et mine de rien, à éduquer, quand j'ai du temps avec les gens, c'est vachement dur de bien faire la différence entre je fais des skips avec la montée très explosive et le retour au sol tranquille versus l'inverse. Déjà, arriver à déjà se coordonner, tu sais, quand est-ce que j'appuie sur, et ben ça, c'est dur. Mais quand tu arrives à le faire, déjà, tu as progressé, quoi. Non, c'est clair. Très intéressant. Bah, écoute, c'est toutes les questions que j'avais pour toi. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que tu aimerais ajouter ou peut-être insister? Alors, il y en a une tout le temps la même, on ne l'a pas évoqué, la fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on vient de discuter, en situation de fatigue, chez certains joueurs, ça se comporte à peu près parallèlement à la situation de fraîcheur. Chez d'autres, ça explose. Et ça, tu le sais, tant que tu ne l'as pas testé ou vu, tu ne le sais pas. Et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a des sports où tu as des gens avec des bonnes qualités de changement de direction hors fatigue qui perdent tout. Tu as des gens qui ont des moins bonnes qualités mais qui maintiennent un peu mieux. Et donc ça, je pense, pour moi, c'est un peu le parent pauvre. C'est-à-dire de se dire, quand est-ce qu'on s'y intéresse, quoi. C'est crucial, tout le monde le dit, et on le travaille rarement. Ah non. Donc, tu prends tout ce qu'on a dit avant et tu imagines de faire ce travail-là en situation de fatigue. Tu vois. Donc par exemple, faire un travail de changement de direction que tu ferais peut-être en échauffement, mais tu le fais en fin Exactement. de En position. fin de Quoi. séance, j'ai 2 ou 3 mois situation assez standard de pilotage du corps, de gainage, etc. Et quand tu t'amuses à les faire en situation de fatigue, c'est pas du tout pareil. Et je pense que c'est intéressant de au moins y penser. Tu vois. Et au-delà de ça, même je pense en termes préventifs, ça peut être intéressant parce que ça oblige les joueurs à être lucides Ouais. dans peut-être des Ouais, exercices qui sont demandeurs Ouais. en termes d'attention, Ouais, etc. et puis d'aller dans des zones en préparation physique ou à l'entraînement qui correspondent à ces situations de fatigue. Plutôt que c'est toujours la même chose, plutôt que de les découvrir, entre guillemets, pendant les matchs ou pendant les situations. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est le truc, c'est pas sexy, hein, mais tu vois, en basket, quand tu as des situations très intenses, bah, c'est là que peut-être il faut mettre un peu d'exercice, tu vois, de stimulation. Ah non, c'est clair, c'est intéressant. En fait, ouais, c'est beaucoup de choses au final à faire qui sont peut-être pas celles qu'on nous a toujours enseignées, rester un peu dans les... Ouais. d'être complet en fait. Mais qui font du sens. Ouais. Tu vois, l'idée, c'est ça. C'est OK, on ne le fait pas, culturellement, ça ne se fait pas, mais si physiologiquement, mécaniquement et d'un point de vue de la perf, ça fait du sens, on doit passer outre.
Je pense qu'on a amené avec nos travaux depuis 10 ans le principe de la haute résistance dans les sports avec de l'accélération. Bon, avant, personne n'en faisait, ou très peu de gens en faisaient, parce que en athlée, on n'en fait pas, là, on n'en fait pas, là, on n'en fait pas, nous non plus. Et ça faisait du sens. Et donc après, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est passé à ça, quoi, tu Au vois. final, c'est remettre un peu, c'est être capable de remettre tout en question par rapport à ce qu'on peut voir de la discipline, qu'est-ce Ouais. qu'elle demande, et en C'est fait ça. te dire peut-être que dans la littérature, ou peut-être qu'on nous a pas encore dit ça, mais en Exactement. fait peut-être que moi dans cet Ouais. intérêt-là, je trouve que c'est un intérêt de travailler comme ça. C'est de remettre au centre l'analyse de la tâche, l'analyse du sport et son point de vue physiologique et biomécanique. Tu vois, je te prends un dernier exemple que j'utilise tout le temps, les lancers francs. Si tu analyses correctement les lancers francs au basket, c'est une tâche à très haut niveau de complexité motrice, de précision, qui, par définition, est quasiment tout le temps exécutée en très haute intensité physiologique. Parce que quand tu dois tirer un lancer franc, à part les fautes techniques ou machin, quand tu dois tirer un lancer franc, tu viens de subir une faute. Donc tu sors d'une action où tu es à fond la caisse. Et donc, si tu t'entraînes à tirer des lancers francs dans une situation physiologique très différente, pour moi, t'es pas spécifique. Mm. C'est moins intéressant. Ouais, c'est Voilà. sûr, t'as pas la même pression, Eh. surtout qu'au final, même si tu vas le faire dans une situation spécifique, tu n'auras pas cette pression que tu as en match. Tu Exactement. peux pas remettre Exactement. Tu mets 9 sur 10 quand tu veux en situation de fraîcheur à 80 battements par minute. Ok, maintenant je vais te mettre à 160 ou 180 battements par minute. Tu viens de prendre 3 pains, tu as 30 secondes pour en tirer 9 sur 10. Tu es à 9 sur 10 ou tu es à 5 sur 10. Et voilà. Et donc de ce constat-là, on dérive l'entraînement. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens de travailler les lancers francs dans des situations physiologiques proches de l'objectif que de les travailler à froid. Quand moi je jouais au basket, c'était ça. Les lancers francs, c'était ce qu'on faisait quand on attendait les retardataires ou les mecs qui attachaient leurs chaussures. Ouais, Et non, ça n'avait pas de sens en fait. ouais, non, c'est sûr. Mais encore une fois, ouais, c'est des choses que Mais peut-être. c'était un acquis culturel qu'on faisait tout le temps, on s'est jamais trop demandé. Mais pour moi, les coachs, et il y en a plein qui le font, hein. Les coachs intelligents, c'est les mecs qui se disent, OK, faites ce que vous voulez. Mais pendant l'entraînement, de temps en temps, quand je verrai que vous êtes bien mort, je vais envoyer un signal, et ce signal-là, c'est 2 lancers francs chacun. Mm. Et là, je sais que j'ai été spécifique. Ouais, ça me fait penser aussi à, par exemple, un échauffement d'avant-match qui certains joueurs vont prendre 2 heures à faire des shoots, prendre énormément de temps, mais en fait, l'échauffement, ton but, c'est d'être prêt pour le match. C'est pas d'arriver, tu fais pas un match après un entraînement de 2 heures en fait. Ouais, après, il y a aussi l'aspect culturel de. Moi, je respecte beaucoup ça. Si c'est ça qui met le joueur dans les bonnes conditions et que physiologiquement, ça ne l'altère pas, fais ce que tu veux. Oui. Voilà. Mais par contre, d'un point de vue de la préparation spécifique, oui, je suis d'accord avec toi. C'est de se dire, est-ce que physiologiquement, est-ce que en termes d'énergie, ça l'impacte négativement ou positivement. Et ça, c'est un vrai débat parce que le jour où tu vas dire, OK, on fait que 20-25 minutes d'échauffement allez, avant le match, je pense que beaucoup de joueurs vont se dire en mode, non, c'est pas possible. Alors que peut-être qu'ils vont être. Oui, mais peut-être que biomécaniquement, physiologiquement, ils seront prêts pareil, mais ici, ils ne seront pas prêts. Ouais. Et ce que tu as envie quand même, c'est que les mecs ils soient prêts, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est tout le temps, tu navigues tout le temps entre ce qu'il faut et ce que les joueurs font, et voilà, le mix entre les deux. L'erreur à pas faire, c'est de laisser le joueur avoir une routine qui est la routine qu'il ne faudrait pas, voilà, qui est un mismatch entre les deux. Voilà. Mais ça, c'est pareil, l'échauffement, c'est passionnant, hein, la préparation avant le match ou avant les entraînements. Non, c'est sûr. Écoute, merci. Avec grand plaisir.